Imaginez ceci. Vous êtes né dans une famille modeste, mais très tôt, vous vous retrouvez endetté, en fuite, après un duel fatal. Vous avez moins que rien, une valeur nette négative, une prime sur votre tête. Pourtant, en quelques années, vous orchestrez un plan qui vous propulse vers une richesse inimaginable, contrôlant les finances d'une nation entière, amassant des milliards en termes actuels. Cela ressemble à un conte de fées ou à une arnaque? C'est réel et c'est mon histoire. Mais avant de révéler qui je suis ou le plan exact, challengeons quelques assumptions sur la richesse et le succès. La plupart des gens pensent que les milliardaires naissent avec un avantage, une éducation d'élite ou un héritage, ou qu'ils grimpent grâce à un travail acharné, une innovation technologique ou une idée de start-up brillante. Mais et si le chemin vers les milliards impliquait du jeu, une réinvention de l'argent lui-même et une manipulation des économies? Et si cela commençait non pas avec un capital, mais avec une dette et une condamnation à mort? C'est là que l'histoire devient intrigante, parce que mon plan n'était pas seulement astucieux, il a changé le cours de l'histoire financière, influençant les banques centrales modernes et les bulles spéculatives que nous voyons aujourd'hui. Pourtant, il y a un twist sombre, ce qui m'a élevé m'a aussi détruit et a ruiné des milliers d'autres. Vous vous demandez probablement qui est cet homme? Était-ce un génie ou un charlatan? Et quel était ce plan exact qui a transformé le néant en milliards? Patience, je vais vous le dire, mais d'abord plongeons dans les mystères de la richesse. Pourquoi tant d'histoires de succès omettent-elles les risques? Parce que la vérité est inconfortable, la fortune extrême naît souvent du chaos, pas de la stabilité. Pensez à cela, dans un monde où l'argent est roi, que se passe-t-il quand quelqu'un réécrit les règles du jeu? Mon voyage a commencé au XVIIe siècle, dans une Europe en pleine transformation où l'or et l'argent dictaient le pouvoir. Mais j'ai vu au-delà, vers un système basé sur la confiance, le crédit et l'expansion illimitée. Cela semble familier? C'est parce que c'est le fondement de notre économie moderne. Pourtant, mon ascension a été marquée par des duels, des évasions et des paris audacieux. J'ai commencé avec moins que rien, orphelin, joueur compulsif, condamné pour meurtre. Comment suis-je passé de la potence à la tête d'un empire financier? Le secret réside dans une idée radicale sur l'argent. Mais avant de la révéler, considérons ceci. Et si votre propre chemin vers la richesse suivait un modèle similaire? Pas le meurtre, bien sûr, mais l'exploitation des failles systémiques. Dans ce récit, vous verrez comment une personne ordinaire peut défier les puissants, mais aussi comment l'ambition débridée mène à la chute. Restez avec moi, car à la fin, je partagerai 3 leçons cruciales, un avertissement sévère et un appel à l'action qui pourrait changer votre perspective sur l'argent pour toujours. Mais d'abord, préparons le terrain pour cette saga extraordinaire. Qui suis-je? Indice, mon nom est associé à l'une des plus grandes bulles financières de l'histoire et mon plan a inspiré des économistes comme Keynes. Pourtant, je suis parti de zéro, non, de moins que zéro. Laissez la curiosité vous guider alors que nous démêlons ce mystère étape par étape. Nous sommes au début du XVIIIe siècle, en Europe, où les monarchies absolues croulent sous les dettes après des décennies de guerres coûteuses. La France, sous la régence du duc d'Orléans, après la mort de Louis XIV en 1715, est au bord de la faillite. La dette publique est colossale, les impôts écrasants et la monnaie métallique, or et argent, est rare et thésaurisée. C'est dans ce chaos financier qu'entre en scène John Law, un Écossais né en 1671 à Édimbourg, issu d'une famille de banquiers et orfèvres. Dès son jeune âge, Law montre un talent pour les mathématiques, les probabilités et le jeu. À 23 ans, en 1694, à Londres, il tue un homme en duel, Edward Wilson, et est condamné à mort. Grâce à des appuis, il s'évade de prison et fuit sur le continent. Là, il parcourt l'Europe. Amsterdam, Venise, Gênes, Paris, perfectionnant son art du gambling et amassant une fortune grâce à ses calculs précis. Il devient un joueur professionnel, un dandy, un séducteur, mais surtout un penseur visionnaire de l'économie. Law croit fermement que l'argent n'est pas seulement l'or et l'argent physique, mais une création de confiance et de crédit. Il développe des idées révolutionnaires, une banque centrale qui émet du papier-monnaie adossé à des actifs réels, un système de crédit pour stimuler l'économie et l'exploitation des colonies pour générer de la richesse. En 1714, il s'installe définitivement à Paris et se lie d'amitié avec Philippe d'Orléans, le régent. C'est le moment clé. La France cherche désespérément des solutions à sa dette. Law propose son plan. Créer une banque privée, la Banque Générale, en 1716, autorisée à émettre des billets de banque convertibles en espèces.
C'est la première banque à émettre du papier-monnaie en France. Puis, en 1717, il fonde la Compagnie d'Occident, rebaptisée plus tard Compagnie du Mississippi, qui obtient le monopole du commerce avec la Louisiane, un territoire immense mais largement inexploité. L'idée est simple mais audacieuse, vendre des actions de cette compagnie pour absorber la dette publique. Les investisseurs échangent leurs obligations d'État contre des actions promettant des richesses colossales venues d'Amérique. Lowe vend le rêve, des mines d'or, des plantations infinies, un nouveau monde regorgeant de richesses. Il utilise la propagande, rumeurs, publicités et même des bateaux remplis d'indigènes exhibés comme preuve de vitalité coloniale. Rapidement, la banque est nationalisée en Banque Royale en 1718 et la compagnie absorbe d'autres monopoles, tabac, commerce avec l'Afrique, les Indes. En 1719, elle devient la Compagnie des Indes, contrôlant une grande partie du commerce extérieur français. Lowe devient contrôleur général des finances en 1720, l'équivalent du Premier ministre. À ce stade, il contrôle la monnaie, la dette, le commerce colonial et même une partie du territoire américain. Son système transforme la France en laboratoire économique, papier-monnaie partout, inflation contrôlée au début, boom économique apparent. Mais sous la surface, les graines du désastre sont semées. La valeur des actions repose sur des promesses exagérées, pas sur des profits réels. La Louisiane n'est pas l'Eldorado promis, les colons sont rares, les mines inexistantes. Pourtant, la spéculation fait monter les prix de manière folle. Lowe, parti de rien, de moins que rien, est devenu l'homme le plus riche et puissant de France. Mais comment ce système s'est-il effondré? Et quel était précisément le mécanisme qui l'a fait passer du fugitif au maître des finances? Tout commence vraiment en 1716 avec la création de la Banque Générale. Lowe convainc le régent de l'autoriser à émettre des billets payables à vue en espèces, une nouveauté en France. Ces billets sont acceptés pour le paiement des impôts, ce qui leur donne une crédibilité immédiate. Résultat, les gens commencent à préférer le papier léger au lourd métal. La banque prête ensuite cet argent frais à l'État et aux particuliers à des taux modérés. L'économie se réveille, commerce, construction, investissement. En 1717, Lowe lance la Compagnie d'Occident. Il propose un échange génial. Les créanciers de l'État remettent leurs obligations, souvent dépréciées, contre des actions de la compagnie. En échange, la compagnie reçoit les revenus futurs des colonies. L'État réduit sa dette, les investisseurs espèrent des profits énormes. Le pari est risqué, mais séduisant. Puis vient l'effet boule de neige. En 1718, la banque devient royale. L'État en prend le contrôle, mais Lowe reste aux commandes. Les billets sont désormais garantis par la couronne. En 1719, Lowe fusionne plusieurs compagnies commerciales en une seule entité gigantesque, la Compagnie des Indes. Elle obtient le monopole du commerce avec l'Inde, la Chine, le Sénégal et surtout la Louisiane. Lowe annonce des dividendes fabuleux, 40%, puis 60%, puis 100% promis. La spéculation explose. À Paris, la rue Quincampoix devient le centre névralgique. Des nobles, des bourgeois, des domestiques, tous achètent et revendent des actions jour et nuit. Les prix grimpent de manière exponentielle. Une action achetée 500 livres en 1719 se vend 10 000 livres quelques mois plus tard. Lowe devient immensément riche. Il possède des propriétés, des bijoux, des titres. Il est anobli, nommé duc d'Arkansas. Mais le point de rupture approche. Fin 1719, début 1720, trop de billets ont été émis par rapport aux réserves d'or et d'argent. La confiance vacille. Les gens commencent à convertir massivement leurs billets en espèces. La banque manque de liquidité. Pour maintenir l'illusion, Lowe interdit la possession de plus de 500 livres en or et impose des prix fixes sur les actions. En mai 1720, il tente une dévaluation brutale des billets. Ils perdent 50% de leur valeur du jour au lendemain. Panique générale. Les foules assiègent la banque. Des émeutes éclatent. Lowe est accusé d'avoir ruiné le pays. En juillet, la Compagnie des Indes est dissoute. Les actions deviennent sans valeur. La bulle a éclaté. Lowe fuit Paris déguisé, traverse la France, s'exile d'abord en Belgique, puis en Italie. Il meurt pauvre à Venise en 1929, à 57 ans, après avoir tout perdu. Ce qui avait commencé comme une tentative audacieuse de moderniser l'économie française s'est transformé en la première grande bulle spéculative moderne, connue sous le nom de système de Lowe ou bulle du Mississippi. Des milliers de familles ont été ruinées, l'économie française traumatisée pendant des décennies. Pourtant, ironiquement, plusieurs de ces idées, banque centrale, papier-monnaie, crédit public, ont survécu et inspiré les systèmes financiers actuels.
Aujourd'hui, plus de 300 ans après l'effondrement du système de l'eau, les parallèles avec notre époque sont frappants et parfois inquiétants. Regardons les données et les schémas qui se répètent. D'abord, la bulle spéculative elle-même. Entre 1719 et 1720, les actions de la Compagnie du Mississippi ont multiplié leur valeur par plus de 20 en quelques mois, avant de s'effondrer à presque zéro. Comparez cela à la bulle Internet de 1999-2000. L'indice Nasdaq a grimpé de 400% en 5 ans, puis perdu 78% de sa valeur. Ou à la bulle des crypto-monnaies en 2017 et surtout 2021. Bitcoin est passé de 1 000 $ à près de 69 000 $, puis a chuté de plus de 75%. Même schéma. Enthousiasme collectif, FOMO, Fear of Missing Out, médias qui amplifient, promesse de richesse facile. Ensuite, le rôle du crédit et du papier-monnaie non adossé. L'eau a émis des billets bien au-delà des réserves réelles, créant une illusion de richesse. Aujourd'hui, les banques centrales font exactement la même chose, mais à une échelle astronomique. Depuis 2008, la Réserve fédérale américaine a augmenté son bilan de moins de 1 000 milliards à plus de 8 900 milliards de dollars en 2022, puis stabilisé autour de 7 000 milliards. La BCE et la Banque du Japon ont suivi. Quantitative easing, taux à zéro, voire négatif, c'est le crédit illimité, la création monétaire ex nihilo, exactement comme l'eau l'avait théorisé. La différence, aujourd'hui, c'est institutionnalisé et contrôlé, du moins en théorie. Troisième parallèle, la promesse d'un nouvel Eldorado. L'eau vendait la Louisiane comme une mine d'or infinie. De nos jours, on nous vend la tech, l'IA, les cryptos, le métaverse, les NFT comme la prochaine révolution qui rendra tout le monde riche. Tesla en 2020-2021, GameStop en 2021, les SPAC, les meme stocks, des valorisations déconnectées des fondamentaux portées par la narration et la spéculation. Quatrième point, l'intervention étatique qui crée puis laisse éclater la bulle. Le régent a soutenu l'eau jusqu'au bout, puis l'a lâchée quand la panique a commencé. Aujourd'hui, les gouvernements et banques centrales interviennent massivement pour sauver les marchés. Bail-out de 2008, soutien pendant Covid. Mais quand la bulle éclate, ce sont souvent les citoyens ordinaires qui paient le prix, via l'inflation, la hausse des taux ou la perte d'épargne. Regardez l'inflation post-Covid. Aux États-Unis, elle a atteint 9,1% en 2022, la plus haute depuis 40 ans, érodant le pouvoir d'achat. Enfin, la psychologie de masse. L'eau a créé un engouement national où même les pauvres empruntaient pour acheter des actions. Aujourd'hui, les applications comme Robinhood démocratisent la spéculation. En 2021, plus de 20 millions de nouveaux comptes de courtage ont été ouverts aux États-Unis, beaucoup par des jeunes attirés par les réseaux sociaux. TikTok, Reddit, Twitter, les nouveaux quincampoix. Le système de l'eau n'était pas une anomalie historique, c'était un prototype. Chaque grande bulle depuis, South Sea Bubble en 1720, chemin de fer au 19e, dot-com, subprime, crypto, suit le même playbook. Innovation financière, promesses énormes, levier massif, euphorie, puis désillusion. Et à chaque fois, on dit « cette fois, c'est différent ». Mais les données montrent que non, c'est le même cycle humain, amplifié par la technologie et l'échelle. John Law a planté les graines de notre système monétaire moderne, et aussi de ses vulnérabilités récurrentes. John Law, parti de moins que rien, orphelin, joueur, fugitif condamné à mort, a orchestré un plan qui l'a propulsé au sommet du pouvoir financier français, amassant une fortune colossale avant de tout perdre dans la plus grande bulle spéculative du XVIIIe siècle. Son histoire n'est pas seulement un récit du passé, c'est un miroir tendu à notre présent et un avertissement pour l'avenir. Voici les 3 leçons principales que je tire de ce parcours extraordinaire. Première leçon. L'innovation financière peut créer une richesse immense, mais elle est toujours accompagnée d'un risque systémique. Law a inventé des outils modernes, papier-monnaie, banque centrale, crédit public, qui ont libéré des forces économiques puissantes. Pourtant, quand ces outils sont utilisés sans garde-fou solide ou avec des promesses exagérées, ils mènent à des catastrophes. Deuxième leçon. La psychologie de masse est la véritable force motrice des bulles. Ce n'est pas la rationalité qui fait monter les prix à des niveaux absurdes, mais l'euphorie collective, la peur de rater le train, la conviction que cette fois c'est différent. Law a su exploiter cette dynamique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et les applications de trading la décuplent. Troisième leçon.
La vraie richesse durable ne repose pas sur la spéculation ou la manipulation des règles du jeu, mais sur la création de valeurs réelles, production, innovation utile, travail productif. Lowe a construit un château de cartes sur des promesses coloniales fantasmées. Quand la réalité a rattrapé le rêve, tout s'est écroulé. Et maintenant, l'avertissement sévère. Nous vivons dans une ère où les mécanismes de Lowe sont amplifiés à l'échelle mondiale. Les dettes publiques explosent, les bilans des banques centrales sont gonflés comme jamais, les valorisations de certains actifs défient toute logique fondamentale et la confiance dans le système monétaire repose sur une foi fragile. Une nouvelle crise majeure, qu'elle vienne d'une bulle technologique, d'une crise de la dette souveraine ou d'un effondrement de confiance, pourrait être plus dévastatrice que toutes les précédentes, car l'échelle est planétaire et les interdépendances totales. Ne vous y trompez pas, le prochain effondrement ne ruinera pas seulement quelques milliers de familles parisiennes, il pourrait affecter des milliards de personnes. Enfin, mon appel à l'action. Ne restez pas passif face à ces cycles. Éduquez-vous sur l'histoire financière, comprenez les mécanismes du crédit et de la spéculation, diversifiez vos avoirs au-delà des actifs spéculatifs et surtout, cultivez le scepticisme sain face aux promesses de richesse facile. La fortune véritable se construit lentement, avec discipline, patience et création de valeurs réelles. John Lowe a montré qu'on peut partir de rien et atteindre les sommets, mais aussi qu'on peut tout perdre en un instant quand on oublie les lois fondamentales de l'économie et de la nature humaine. Merci d'avoir suivi cette exploration.